Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Nous avons un plaisir et à informer Bino, Balandina Bisso et à première chaîne YouTube à travers le monde Télé Tchango, Toza, na Kinshasa, qu'on peut savoir nos informations. Vous voyez que l'ELO est la journée internationale à liberté de la presse, à na Kinshasa, to Landa Kipenza, président et association congolaise pour l'accès à la justice, à sali état des lieux et à situation et à presse à na mboka na biso, journaliste en danger Koutou a classé RDC 4e na violation il y a droit à la liberté à presse. En tout cas situation eza penza malamonte baka ezali ko s'enregistrer toujours au lieu et Kitanenge président de la République a annoncé état de droit. Les gens pensaient que situation et violation auto-viva qui né au eleki et ko s'améliorer, mais apparemment situation eza vraiment ko s'améliorer vraiment mal monté. Président et à Cage Georges Kapiamba a sengi que sensibiliser pe organe de la loi bandeko policier na OPJ Oyo faire appliquer la loi pour que président association congolaise pour l'accès à la justice na point de presse au Asali na Bapandi Sangope à Lobel Makambo ya Ram Oyo congolais parce que kata bango 1,17 $. Bongo pendant 6 mois à peu près, sur 3 fois. Donc, Congolais se plaindre pour Nani, d'une manière selon le réseau et la communication. Alors, bandeko tellement qu'il le batambola bakangi bato président il a Cage il a lobby été à Belela Kipenza commandant et à ville à Kinshasa le général Kassongo pour que situation en a salamate ce qui bat batamboli et salit kakate il faut que panzabango Pelikambo état de siège Georges Kapiamba a recadré situation d'Engezala ordonnance, oui, mais il faut la encadrer par une loi où vous allez voter na Assemblée nationale. Na Tigiminomo Landa Penza, explication, il y a Georges Kapiamba, président et association congolaise pour l'accès à la justice, à se prononcer sur dossier. Il y a liberté, il y a presse, à Congo, Likambo a état de siège na Est et Ambo Canabiso, à se prononcer également sur Makambo Oyo, il y a Ram ou Azeko Senga, va suspendre Yango. Regardez. Bon, je pense que c'est GED qui est mieux placé pour le faire en tant que l'une des organisations qui fédère les autres organisations de protection des journalistes et professionnels de médias. Nous avons suivi leur communication de ces jours. À l'occasion de celle-ci, j'ai classé la RDC en 4e position parmi les pays qui seraient en train de violer les droits liés à la liberté de la presse. Et donc, cela nous invite tous à ce que nous puissions nous remobiliser pour faire en sorte que la liberté de la presse puisse s'exercer dans le respect, bien sûr, des lois de la République, mais surtout avec toutes les garanties nécessaires pour que les journalistes ainsi que les professionnels des médias soient toujours protégés. Parce que comme je l'ai dit ce matin dans mon tweet, ma déclaration par tweet, j'ai rappelé le fait qu'il faudrait rendre hommage aux journalistes et aux professionnels des médias qui contribuent par leur travail à faire régner, faire exercer les libertés d'opinion et d'expression, mais surtout qui continuent de manière essentielle à assurer la jouissance du droit à l'information. Parce que sans cette catégorie de citoyens, ces droits et libertés ne pourront jamais connaître des effets positifs. Et j'ai terminé par rappeler que les journalistes ainsi que les professionnels des médias, bref, la presse en général, constitue l'un des piliers fondamentaux d'un état de droit démocratique. En d'autres termes, si eux ne travaillent pas, ils n'existent pas, ils sont bâillonnés,
il n'y aura plus d'état de droit démocratique. Donc nous avons intérêt à nous attentionner sur les conditions de leur travail, tout en mentionnant la nécessité pour que les pouvoirs publics, mieux les gouvernements de la République, mettent en place des programmes urgents devant assurer au moins des subventions aux médias ou bien leur assurer des facilités financières de manière à ce qu'ils puissent fonctionner de manière adéquate et qu'ils arrivent à jouer leur rôle dans un état de droit démocratique. Alors, déjà, s'agissant de la taxe RAM, nous avons pris le temps nécessaire pour examiner celle-ci, son mécanisme de fonctionnement. S'il est vrai que, selon les propos du ministre de Petentik, cette taxe présenterait au moins des avantages sur certains plans, notamment la nécessité de mieux contrôler les appareils, les téléphones qui sont censés être utilisés, les enregistrer, mais aussi permettre à ceux qui pourront être éventuellement victimes de vols de faire géolocaliser ou faire bloquer ceux qui ne sont pas disponibles ou accessibles et par ricochet aussi permettre au gouvernement d'avoir un peu de sous pour financer les secteurs du numérique. Mais nous avons constaté au vu de plusieurs doléances que nous avons enregistrées que son application a déjà de l'incidence négative sur l'exercice des libertés des citoyens, bien sûr les droits humains. En ce sens que beaucoup se sont retrouvés, surtout la semaine passée, être dans l'impossibilité de pouvoir accéder aux NTIC, aux nouvelles technologies de communication, principalement aux réseaux sociaux. Il y en a qui sont en difficulté de pouvoir programmer leur forfait pour les appels par WhatsApp ou des appels normaux. Et donc, bref, déjà, ça constitue une obstruction à la jouissance des droits des citoyens ou à l'exercice de leur liberté. Donc, les gens ne peuvent plus, quand les gens n'accèdent plus aux nouvelles technologies de communication, ça veut tout simplement dire qu'on les empêche de s'informer et d'informer aussi pour les journalistes et les professionnels des médias. Quand vous ne savez pas y accéder, ça veut dire que vous ne saurez plus informer les citoyens de ce qui se passe dans notre pays. Or, aujourd'hui, tout le monde, presque la majorité, utilise les NTIC. Et donc, ça pose un problème dans la société. Parce que le problème est là. Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous n'avons pas demandé à ce qu'on supprime immédiatement cette taxe RAM. Nous avons demandé à ce qu'on suspende l'application de cette taxe, qu'on réévalue son application, ses avantages, ses désavantages, au vu des doléances de la population. Et qui doivent le faire? C'est le Premier ministre qui peut donner l'impulsion. Dire, monsieur le ministre, répète un tic, je reçois de nos compatriotes beaucoup de plaintes, de doléances par rapport à l'application de cette taxe que nous venons de trouver. Essayer de créer une commission éventuellement pour évaluer, mais en y associant des représentants des victimes. Parce que c'est à cette occasion que ces représentants viendront exposer les problèmes qu'ils connaissent en présence des représentants de l'ARPTC, qui, eux, gèrent la partie technique. Parce que nous avons vu les communiqués de l'ARPTC. Ce n'est pas suffisant, c'est déjà bon en ce qu'elle a communiqué. Mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas répondu aux problèmes que les citoyens se posent. Comment pouvons-nous arriver à une situation où quelqu'un qui avait l'habitude d'acheter 2 $, de charger son téléphone avec 2 $, pour activer 1 $ afin d'assurer sa communication et accéder aux réseaux sociaux,
puissent être dans l'impossibilité de les faire. Pourquoi? Parce que désormais, chaque fois qu'il ferait cette activation en crédit, il est obligé de perdre, je crois, si c'est 1,17. Comment expliquer qu'on puisse soumettre des gens à payer l'impôt chaque fois qu'on se fait activer en crédit? Alors, tout ça, il faut qu'on explique, qu'on sache pourquoi. Alors, on a mis en place pareil mécanisme, d'autant plus que nous savons que nous sommes un pays aujourd'hui avec plus de 95% de citoyennes et citoyens qui vivent en dessous de $1 par jour. Ce n'est un secret pour tous. Ça veut tout simplement dire que c'est quelqu'un qui paye des dollars pour charger son téléphone afin d'activer les forfaits. Il a consenti d'énormes sacrifices. Donc, il s'est privé peut-être de la bouffe journalière. Parce que quelqu'un qui vit en dessous d'1 $ par jour, ça veut dire qu'il ne gagne pas plus de $2. Alors, il a $2, il achète, il consent des sacrifices. Que vous puissiez demander à cette personne que chaque jour qu'il a $2 et qu'il paye les crédits, qu'il paye automatiquement 1,7 sur ces crédits. Je crois que ce n'est plus équitable dans une société dont on dit solidaire. N'oublions pas que le gouvernement a dit il a l'ambition de créer un État fort mais solidaire. Mais alors, parce que les gens sont en train de jaser, les gens crient à l'injustice, le gouvernement a l'obligation de se pencher sur cette question pour en résoudre. Je vais terminer par vous dire que moi-même, je suis victime. Je me suis retrouvé, d'ailleurs, j'ai même déjà préparé un courrier, je vais demander des explications à Vodacom, parce que c'est les réseaux que j'utilise maintenant. Je perds énormément mes crédits. C'est presque chaque fois que je reçois les messages où on dit on a retenu autant de crédits pour taxe RAM. Par jour, comment on peut me retrancher 2-3 fois la même taxe? C'est insoutenable. Alors, je termine par dire que la CAGE, nous souhaiterons que cette rencontre ait lieu parce que nous voudrons que le gouvernement nous réponde sur la question des droits. Qui a créé cette taxe? Nous savons que la taxe et l'impôt sont de la seule compétence de la loi. Et s'il s'agit d'une taxe, ça veut dire qu'elle est censée être collectée pour être reversée sur les comptes des trésors. Mais les citoyens, nous avons le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette taxe? Est-ce que le trésor public en reçoit, oui ou non? Est-ce que les opérateurs de téléphone versent-ils directement sur les comptes des trésors, oui ou non? Et donc, il y a un problème de redevabilité déjà qui se pose, redevabilité et de la bonne gouvernance. Et donc, nous y travaillons déjà pour nous assurer que ce qui est pris à ces pauvres citoyens ne puisse pas servir l'entretien ostentatoire de certains individus. Parce que si c'est pris au nom de l'État, il faut que ça réserve effectivement aux pauvres citoyens. Mais en attendant, qu'on vérifie, qu'on évalue le fonctionnement de ces mécanismes qui fait grincer les dents. Nous avons suivi le matin parce que les organisateurs nous avaient contactés. Je leur avais assuré que nous allons faire le monitoring. J'avais entre-temps saisi les gouverneurs de la ville et d'autres autorités pour leur demander à ce que des mesures soient prises pour encadrer. C'est vrai que j'ai eu la réponse comme quoi pour cette marche, il n'y avait pas eu une lettre d'information préalable, vrai ou faux, et qu'elle allait être dispersée. J'ai dit non. Dans un état de droit, vous ne devez pas tout le temps recourir à ce formalisme, même pour des cas urgents comme celui-là. Ils ont décidé de cette marche le week-end, et tout le monde sait que les bureaux sont fermés. Je ne crois pas qu'ils puissent être en grand nombre, il faut envoyer seulement la police pour les encadrer. J'étais sincèrement choqué d'apprendre que la marche, j'ai vu même quelques vidéos qu'eux-mêmes m'ont envoyées sur le terrain, montrant des scènes horribles. C'est l'occasion pour moi de rappeler
à nos autorités, principalement de la ville de Kinshasa, de la police, la nécessité qu'il y a à chacun de nous de migrer vers les valeurs de l'état de droit démocratique. On ne peut pas aujourd'hui tout le temps faire prévaloir l'urgence, la nécessité du maintien de l'ordre public par les recours excessifs à la répression d'une manifestation qui en soi n'a pas présenté de danger pour l'ordre public. Ils n'étaient même pas un grand nombre. Il avait suffi tout simplement de les encadrer, les amener vers l'endroit où ils pouvaient déposer leurs mémos et puis leur assurer de rentrer à leur maison. Donc, nous condamnons ce qui s'est passé et nous demandons à ce qu'une enquête soit menée, une enquête judiciaire, pour que les coupables soient sanctionnés conformément aux lois de la République. J'avais appelé le général Kassongo, à qui j'ai exprimé ma profonde désapprobation de cette situation, tout en lui demandant d'intervenir pour qu'on libère tous ses compatriotes qui se trouvaient en ce temps-là au camp Lufungula, et ils ont été libérés immédiatement parce qu'il m'a dit qu'il donnait les instructions pour qu'on les libère. Voilà ce que nous avons fait. Bon, nous regrettons ce qui est arrivé. Travaillons-nous tous pour faire prendre conscience aux gens que toute manifestation ne doit pas être toujours assimilée aux troubles à l'ordre public. Inimaginable qu'on puisse enregistrer autant, c'est parce qu'il y a deux problèmes majeurs à notre analyse. Premièrement, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation au niveau des pouvoirs publics. Est-ce que tous les bourgmestres ici, ou les chefs de secteurs, les administrateurs des secteurs ou des territoires, et toutes les autres autorités ont telle conscience du rôle, de la place que doivent occuper les journalistes ou les professionnels des médias encore. Donc, il y a un travail à faire. C'est pour cela que j'ai dit, le gouvernement a prononcé, a présenté un train d'action du programme du gouvernement, mais il faut maintenant des actions de suivi de la mise en œuvre. Il faut qu'il y ait des arrêtés, des textes, pour rappeler à chacun l'obligation de respecter les droits de l'homme. La liberté de la presse fait partie des droits humains. On ne peut pas prétendre promouvoir les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme, mais tout en bafouant la liberté de la presse. Il faut cet équilibre. Nous devons continuer à assurer cela. Mais le deuxième problème, c'est le cadre aujourd'hui, le cadre légal qui a vieilli, qui est devenu obsolète. Nous pensons qu'il faut rapidement faire voter une nouvelle loi, d'abord qui va permettre de dépénaliser les délits de la presse, mais nous disons en contrepartie, c'est mieux, on dépénalise, mais il faut renforcer les pouvoirs et les prérogatives des organes de discipline, des regroupements de la presse. Imposer à ce que tout celui qui veut exercer la profession des journalistes, professionnels des médias, puisse être affilié préalablement. Parce qu'il en va aussi des garanties qu'il faut donner à la fois à la population, mais aussi aux institutions de la République pour dire nous avons enfin des interlocuteurs avec lesquels nous pourrons traiter en cas des abus. Et donc, il y a ces défis-là qui doivent être relevés, mais il faut que les journalistes, nous tous, nous continuons à travailler pour que ce cadre légal soit rapidement actualisé et que les autorités cessent de recourir à des violences. Je sais que ça, je dois être sincère, il y a aussi la prise de conscience qui doit se développer du côté des journalistes. Nous devons toujours savoir, et nous les disons, pardon, tous les séminaires et formations que nous avons organisés à l'intention des journalistes et professionnels des médias, nous cessons de marteler sur le fait que
la liberté de chacun se limite là où commence celle de l'autre. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous voulez informer, faites-le dans le respect des lois de la République. Ça veut dire ne donnez pas une information qui visiblement peut être de nature à porter atteinte à l'ordre public ou porter atteinte à l'honneur, à la dignité des autres citoyens, ou venir contribuer, par exemple, à attiser la haine tribale, haine ethnique, ou appeler les gens au meurtre, à diviser la population ou les gens. Donc ça, c'est des précautions que nous tous, vous et nous devons prendre de sorte à ce que nous ne puissions pas donner l'occasion à ces gens-là. Nous avions eu à déplorer, sincèrement, le non-respect des garanties qui sont prévues par la Constitution à toute personne qui est interpellée. Je peux vous dire, par exemple, qu'il faut que les gens le sachent. Nous avons pu intervenir pour une dame qui avait été enlevée à plus de 45 km de la route de Congo central, après le cimetière qui est, on appelle ça, il y a un cimetière après Matadi Kibala. Voilà, exact. La dame là, je ne sais pas si elle fait partie de ceux qui ont été envoyés devant le tribunal, parce que je n'ai pas encore les rapports de monitoring. Et donc, elle a été pratiquement enlevée dans des conditions inacceptables par les agents de la police envoyés par l'auditorat général de FRDC. Et c'était une dame qui allaitait un bébé de 4 mois. Elle a été amenée ici à Kinshasa et séparée de ce bébé pendant très longtemps. Et donc, il y a eu des faits extrêmement choquants qui ont été commis par les agents de l'État dans la recherche des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir participé à cet assassinat ou ce meurtre. Mais nous rappelons toujours le fait qu'on ne doit pas justifier le fait que quelqu'un ait été assassiné pour commettre les violations contre les droits des autres. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons ici à Kinshasa plus de 100 personnes arrêtées dans la province du Nord Kivu, en rapport avec l'assassinat de quelqu'un d'autre à M. Fessimba Ngezayo, à Goma, qui a été assassiné alors qu'il accompagnait sa fille à l'école. Mais à la suite de cet assassinat, on a arrêté plus de 100 personnes, qui étaient d'ailleurs, pour ceux qui étaient arrêtés à Goma, détenus dans des conditions inhumaines, transportés, amenés ici à Kinshasa, et la plupart ont passé une nuit dehors à la prison d'Indolo. La CAJ, nous avons même écrit à l'auditeur général pour protester contre ce genre de choses. Il y a énormément de problèmes. Je crois que la justice, à la fois civile et militaire, doivent fournir des efforts pour administrer la justice, mais dans le strict respect des droits des accusés. Nous allons les dire d'ici là parce que nous allons présenter notre rapport sur l'accès à la justice, mais c'est déplorable les scènes auxquelles nous assistons. Donc dans ce cas-là, c'est vrai, on va nous dire qu'on va rendre justice, mais est-ce qu'on peut espérer une bonne justice après qu'on ait commis, qu'on ait violé les droits des accusés de cette manière-là? Ça, ce n'est pas rendre la justice. Et nous nous méfions totalement de ces procès-là, parce que la procédure de l'instruction préjudicielle a été totalement irrégulière en ce qui concerne le respect des droits des accusés. Pour le cas des Caleb qui refusent de se présenter à l'issue. Bon, c'est son droit. Le procès a eu lieu aujourd'hui. On a renvoyé à une semaine. Je crois que ça sera le 10 du mois en cours. Le tribunal a ordonné sa comparution personnelle. Ça veut tout simplement dire que à la prochaine audience, si M. Kalev ne se présente pas, il n'aura personne pour le représenter. Il sera cette fois-là jugé par défaut.
et éventuellement condamné, mais ça sera vraiment à son tort. Nous, la CAJ, nous continuons à l'encourager. S'il sait nous suivre à travers vos reportages, là où il se trouve, de se présenter et d'assumer sa responsabilité par rapport aux faits qui lui sont imputés. Je sais que la CAJ, nous avons monitoré sur ce qu'il a eu à faire, mais ça ne fait pas l'objet de ce procès. Nous pensons que dans la gestion des affaires de l'État, chacun doit être toujours prudent. Il faut savoir que les actes que nous posons, les ordres que nous donnons, peuvent être de nature à contribuer à la violation des droits des autres quand c'est mal donné, quand c'est mal appliqué, et que tôt ou tard, nous aurons à rendre des comptes devant la justice. Et donc, c'est ce qui lui arrive aujourd'hui, mais la justice doit faire son travail parce que nous sommes un État de droit. Bon, ce qui s'est fait avant, vous savez que nous restons toujours préoccupés par cette situation qui se dégrade presque chaque jour. Des fois, nous observons une petite accalmie, mais quelques temps après, on reçoit des informations telles qu'on a attaqué tel village, on a encore égorgé, on a enlevé. Bref, ce n'est pas encore une situation qui est sous contrôle des autorités gouvernementales. Il faut que le gouvernement y travaille. Nous avons pris bonne note de toutes les actions annoncées par le gouvernement dans le cadre de son programme. Nous restons, nous, vigilants. Nous avons mis en place notre outil d'observation et de suivi de la mise en œuvre de ces programmes, surtout en ce qui concerne les piliers liés à l'état de droit, protection des droits des citoyens, la sécurité des personnes et de leurs biens, la lutte contre la corruption, sous toutes ses formes. Donc, nous nous préoccupons dangereusement de ça. Maintenant, il y a eu l'annonce depuis vendredi passé de la décision du président de la République de décréter l'état de siège. Alors, qu'est-ce que nous pensons de la CAJ? Nous avons fait une déclaration pour dire que nous saluons cette mesure parce que la CAJ, nous avions déjà recommandé cela depuis l'année passée, mais cependant, nous nous exprimons avec l'inquiétude par le fait que le compte rendu du gouvernement dit que le gouvernement a pris acte. Mais la suite, lorsque nous avons voulu nous informer pour dire qu'est-ce qui va s'en suivre, nous avons appris que ça sera les ordonnances du président de la République. Nous avons fait savoir à certains collaborateurs du chef de l'État, du Premier ministre, même aussi du Parlement, du président du Sénat, la nécessité, cette fois-ci, de commencer de faire adopter la loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège. Pourquoi nous le disons? Parce que nous considérons que nous avons commencé une marche vers la consolidation d'un état de droit. On ne peut consolider cet état de droit que lorsque nous appliquons la Constitution telle qu'elle est prévue. L'article 85 dit que le président de la République proclame l'état de siège ou l'état d'urgence. Mais la Constitution ajoute pour dire les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège doivent être préalablement prévues par une loi. Mais parce que la loi organique en cette matière n'existe pas aujourd'hui, on a raté l'occasion de donner à la République cette loi lorsque on débattait de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Mais commençons par là. Vous savez, on est entré dans ce pays, on perd toujours le temps. Moi, je pense, et la CAJ nous pense, on aurait pu déjà faire commencer l'analyse de cette loi, même avant que la question ne soit discutée au Conseil des ministres. D'autant plus qu'il existe déjà une proposition de loi qui avait été déposée par le fait député Lokondo. Donc, on aurait dû tout simplement demander à l'Assemblée nationale de commencer déjà l'analyse, l'adopter, envoyer au Sénat,
dans la perspective de la proclamation de l'état de siège. Comme ça, le président de la République prendra des ordonnances qui vont se fonder sur cette loi. Au lieu que l'ordonnance, comme j'ai entendu certains de leurs collaborateurs dire, non mais tous les principes et toutes les règles qui sont prévues déjà dans la Constitution seront reprises dans l'ordonnance. J'ai dit non. Mais ça traduit tout simplement l'idée ou la volonté de vouloir gérer la République par des raccourcis. La Constitution parle de la loi organique. Pourquoi vous voulez que les principes qui doivent être repris dans la loi organique puissent être repris dans une ordonnance? Une ordonnance qui est un acte réglementaire. Ça n'a pas de sens. Et de deux, nous disons, parce que nous sommes dans la perspective de consolider l'état des droits, on consolide l'état des droits par des actes impersonnels. Les actes impersonnels, c'est notamment la loi, la Constitution. Mais les actes réglementaires sont liés à des individus. Dites-moi aujourd'hui, on va gérer cette situation. C'est bon, ça passe, comme on est en train de gérer l'état d'urgence sanitaire. Mais qui pense que dans 5-10 ans, on ne pourra pas connaître les mêmes situations? On va encore recourir toujours à une ordonnance. Alors que si on a déjà prévu les principes dans une loi, ça sera plus facile. Donc, on doit légiférer pour l'instant et pour l'avenir. Et nous terminons par rappeler ce que nous avons dit aux autres, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des relations qu'il faut aménager et organiser dans ces provinces. Notamment, il y a des organes délibérants. Vous n'allez pas dans une ordonnance dire que ces organes ne pourront plus fonctionner parce que nous installons une administration militaire. Mais ce sont des organes qui résultent de la volonté populaire. Mais il n'y a que la loi qui devra dire comment est-ce que, par exemple, une assemblée provinciale à Nitouri, qu'est-ce qu'elle devra faire pendant toute la période de l'état de siège? Elle va devenir quoi? Tout cela, c'est pour éviter aussi des éventuels conflits entre l'administration militaire et l'administration civile. Les députés vont dire, nous allons continuer à travailler. Les militaires vont dire, mais désormais, c'est nous qui sommes les patrons ici. Et voilà, on va encore commencer avec d'autres conflits. Et donc, nous espérons que nous avons été bien compris et que nous assisterons incessamment, rapidement, à l'adoption de cette loi organique pour que cette fois-ci, que les choses soient clairement établies par la loi et pas par une ordonnance. L'ordonnance ne légifère pas. Un acte réglementaire, le chef de l'État ne légifère pas, surtout lorsque le Parlement est en session. Il faut que les gens fassent très attention. Le gouvernement peut obtenir l'habilitation de prendre des actes ayant force des lois, des ordonnances lois, mais c'est dans des périodes, cela est prévu par la Constitution dans des circonstances bien précises. Il ne faudrait pas qu'on confonde les choses. Nous espérons que les choses se feront conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution. Nous observons voir. C'est ça, là. Alors, je voudrais rappeler des choses qui constituent des valeurs pour l'humanité. Parce que la RDC, on a toujours tendance à penser que nous réfléchissons autrement et nous vivrons sous une autre planète par rapport aux autres. La RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux en matière de droits de l'homme, mais aussi en matière de lutte contre l'impunité. Dans ces instruments-là, chaque État, dont la République démocratique du Congo, a pris l'engagement de prendre des dispositions législatives, mais aussi des dispositions sur le plan institutionnel, au niveau interne, pour que toute personne agissant au nom de l'État ou engageant l'État qui aurait commis des faits qui sont de nature à mettre en péril les droits des autres puisse en répondre devant la justice. Ça veut dire l'impunité zéro. Il ne peut pas y avoir une quelconque loi au niveau interne qui dirait que non, quand vous êtes un monsieur top secret, comme vous l'avez dit,
agent de renseignement, vous pouvez vous permettre de faire enlever les autres sans respecter leurs droits à être informés des motifs. Vous pouvez les détenir au secret, vous pouvez les faire torturer, les faire malmener, parce qu'à la fin, vous direz que non, j'ai agi en tant que monsieur top secret. Ça n'existe pas. Il faut que les gens le sachent, que ce genre de conceptions ont régné dans notre pays et on doit abandonner ça. Au nom de l'état de droit, vous ne pouvez donner les ordres que ceux qui sont nécessaires pour l'ordre public. Or, dans les maintien de l'ordre public, vous ne pouvez pas demander, parce que vous êtes chef, top secret, de faire enlever quelqu'un alors que l'article 17 de la Constitution dit « Nul ne peut être arrêté ou détenu ou jugé que dans les formes et conditions prévues par les lois de la République. » Les conditions, c'est quoi? Vous voulez me faire convoquer à votre bureau de l'ANR ou je ne sais pas, des MIA, pourquoi, je ne sais pas, service de renseignement. Envoyez une invitation, envoyez une convocation. Quand vous avez besoin d'un mandat, pas venir. Vous voulez par exemple dire, nous allons vous arrêter parce que nous avons des craintes que la personne n'ait l'information et puis se soustrait. Vous demandez au procureur de vous établir un mandat d'amener et un mandat de perquisition. Pas venir faire les choses comme ce que nous avons connu durant les dernières 18 années, où les agents de l'ANR et de DEMIAP pouvaient venir escalader les murs sans aucun titre, sans aucun mandat, s'introduire dans des résidences, des maisons des gens, casser les portes, casser les fenêtres et accéder, vandaliser toute la maison et enlever les gens, partir avec, les détenir dans des lieux secrets. Et puis après, on dit non, 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 nous étions des messieurs secrets, nous avons fait au nom de l'État. Attention! Quelle est la loi qui vous a dit que vous pouvez agir de la sorte? Parce que cette constitution existe depuis 2016, 2006 plutôt. Donc, vous avez intentionnellement, dans votre zèle, exagéré et vous devez en répondre. Donc, les acteurs, les dirigeants de ces services doivent comprendre. Nous leur disons ça chaque jour, comme on nous dit souvent à l'Église catholique, qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ce n'est pas parce que vous êtes engagé dans un service de renseignement que vous pouvez vous autoriser à violer les droits des citoyens. Vous avez l'obligation d'arrêter quelqu'un parce que vous avez la qualité d'OPJ, ne les gardez que pendant 48 heures. Après 48 heures, vous devez les envoyer auprès de l'autorité judiciaire compétente, c'est-à-dire au parquet. Pas question de les détenir de manière exagérée dans des conditions infrahumaines. Si vous le faites, demain après-demain, ces personnes vont porter plainte contre vous, on va vous juger. Ne venez pas avec l'argument pour dire « j'étais monsieur secret », on ne va pas vous écouter, on va vous condamner. Donc il faut que les gens changent leur mentalité. Les services de sécurité doivent être des services qui répondent, qui respectent l'ordre de l'état de droit et l'ordre démocratique. Siège, on apprend déjà que les communautés locales ne veulent pas de cet état de siège. Vous pensez que cette démarche ou la procédure du gouvernement va réussir? Et puis, pendant l'état de siège, quelles sont les libertés qui sont restreintes pour les citoyens et c'est que les militaires ou policiers peuvent faire qu'ils ne faisaient pas avant l'état de siège? Alors, d'abord, est-ce que les communautés se sont exprimées? Quelles sont ces communautés? Je n'en sais pas. Je sais qu'il y a des individus, quelques groupes de personnes qui se sont exprimés contre. Mais vous savez que l'État a l'obligation d'agir, de prendre des mesures qui sont censées produire des effets dans l'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'on rétablisse la sécurité et la paix dans ces partis qui sont en proie dans l'insécurité depuis plus de 20 ans, il faut seulement qu'on demande le point de vue de quelques personnes? Non. C'est vrai qu'il faut informer les gens, mais lorsqu'il y a le besoin de réaliser l'intérêt général,
pour la majorité des personnes, des individus, la minorité, à un moment donné, doit souffrir qu'on puisse ne pas prendre en compte ses opinions. C'est ça aussi la démocratie. Mais qu'on prenne des dispositions pour prendre en compte quelques précautions qui peuvent protéger leurs propres intérêts. Et le gouvernement a l'obligation d'agir. C'est le gouvernement qui choisit les moyens par lesquels il est jugé efficace pour atteindre les résultats. Bon, et si l'état de siège, nous, la CAJ, nous ne trouvons pas ça comme un problème parce que c'est prévu par l'ordre constitutionnel. Et donc, nous sommes d'accord. Seulement, nous disons, nous sommes d'accord, mais il faut une loi, parce que l'avantage avec la loi, c'est aussi, pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est prévenir des abus aux droits fondamentaux qui sont pourtant protégés, qui doivent être protégés, même lorsqu'il y a l'état d'urgence ou l'état de siège. Et quels sont ces droits, vous avez demandé, sont repris dans 7 points de l'article 61 de la Constitution. Ces droits-là sont importants, notamment les droits de la protection des citoyens contre les actes de torture, les mauvais traitements, contre, par exemple, les droits au recours. Ça sont des droits qui sont protégés. Et donc, ces droits qui sont repris à l'article 61, on ne peut pas y déroger, même s'il s'agit de l'état d'urgence ou des sièges. Ça, on doit les protéger. Mais il y a d'autres, s'ils ne sont pas cités à l'article 61, ils vont souffrir qu'on puisse y déroger, notamment les droits de perquisitionner. Vous savez que pour perquisitionner, si les militaires ou les OPJ ont l'information sur l'existence des rebelles ou des effets militaires ou des effets qui sont utilisés contre eux, contre la population, dans une résidence. Normalement, avant d'aller perquisitionner, il faut obtenir l'autorisation judiciaire, mandat de perquisition. Lorsque vous voulez le faire au-delà de 18 heures, il faut avoir une autorisation du président du tribunal de grande instance du lieu. Mais lorsqu'il y a l'état d'urgence ou de siège, à ce moment-là, ces OPJ de la police ou militaires ne seront plus tenus de rechercher les mandats de perquisition, les mandats d'arrêté ou l'autorisation que je venais de dire. Ils pourront entrer à tout moment, même nuitamment, même à 1 heure du matin. Contrairement à ce que les agents de services de renseignement faisaient il y a 18 ans. Ça, c'était arbitraire. Ils pénétraient dans des résidences des gens, même à 1 heure du matin, 2 heures du matin, sans mandat, sans l'autorisation. Ça, c'était... Voilà pourquoi aujourd'hui, M. Kalev fait face à la justice. C'est parce qu'il a fonctionné de cette manière-là, et ceux qui se sont estimés, comme le bâtonnier Mouyambo, qui a été visité chez lui à 4 heures du matin, torturé avant d'être emmené au parquet, a le droit aujourd'hui de se plaindre et faire poser la question à ces messieurs, mais expliquez-nous, quelle est la loi qui vous autorise, vous, à envoyer vos éléments s'introduire dans la parcelle d'un autre citoyen avant 6 heures du matin? Vous aviez quel mandat? Vous aviez quel jugement? L'autorisation du président du tribunal de grande instance. Ça y est où? À ce moment-là, il va dire, bon, monsieur, top secret. On va dire, non, 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 non. La Constitution n'a pas prévu top secret comme moyen, comme l'immunité. Monsieur, vous serez condamné. Voilà, ce sont là les conséquences des mauvais actes quand ils sont décidés sans respecter la loi. Tout ce pays dans ma campagne était, madame, parce que d'abord, la marche pacifique, toute manifestation publique, réunion publique, ezali ba droit ou ezali protégé dans la Constitution Yamboka na biso na article 26. Seulement, l'article 26, c'est lobby que avant bossa la marche, manifestation, rassemblement na bino, il faut informer Bakonzi Yamboka. Dans le cas de Kinshasa, je crois qu'il fallait qu'on paie sa information dans le gouverneur, il y a ville pour qu'il y ait à disposition, il y a encadré
marche wana. Puis to vérifier information, il se pourrait que bandeko bazwa qui tente pour accomplir formalité wana. Mais même dans ces circonstances, parce qu'ils allaient une marche qu'on peut appeler marche moko spontanée, étant donné que c'est décidé qui pratiquement na week-end, pendant les moments où babiro nyonso ezalaki ya kokangama. Donc les autorités à ville, il avait fallu bazwaka disposition policière pour encadrer bandeko wana na itinéraire na bango, ba déposer mémorandum et puis bazonga na ba résidence na bango sans recourir na violence ndenge to vivre ango to constater ango na ba vidéo o eza ko tambola na réseaux sociaux. Tous a condamné cette manière d'agir. Ezali contraire ya principe ya état de droit démocratique. Parce que démocratie ezali organisation ya société o ezali ko pesa na bana mboka bana ya société possibilité ya ko s'exprimer, ko faire connaître ba opinion na bango, ko faire connaître ba revendication na bango en utilisant des moyens net ba marche publique. Mais ce qui te boy ba marche publique, te boy te interdire ba manifestation, ça veut dire que tu as travailler contre la démocratie. C'est pour cela que nazako senga na bandeko bazaki ba victime ba déposer ba plainte na bango contre ba commandant ba élément ya police ou ba violenter bango et de sorte que justice elande la bango et que à la prochaine fois to vivre sous ba événement ndengwana te parce que ba congolais c'est pas ba congolais biso nyonso tolingi na mboka na biso to consolider état de droit démocratique. Ce qui batu ba telemeli makamba oloba ke taxe ya ram ezali ko préjudicier biso parce que tozali bato to gagnaka presque quelque chose te to kokate ko payer ko supporter taxe wana na ndenge mécanisme yango basaleli yango na ministre ya PTNTIC te pour le moment. Ezali réclamation doléance ya ba citoyen baza ko pesa na bakonzi pour que ba évaluer ba tala si ya moyen ya ko diminuer pourquoi pas les taux ya fixation ya taxe wana et puis modalité même ya perception de sorte que ezala lisusu comme perturbation te pona bato ba gagnaka te. Je veux bien ba konzi balobi qu'il faut faire en sorte que ba téléphone non originaux et bandara lisusu kokota na mboka na biso te. Mais les moyens de combattre elokwana, ce n'est pas nécessairement il y a qu'à imposer une taxe. Il y a la DGDA, douane, il y a l'OCC, les services oyo ezali na compétence ya ko surveiller na entrée à la frontière. Quel est le produit original, quel est le produit trafiqué? Les produits trafiqués, bah saisir ango, bah détruire. C'est comme ça qu'on fait dans toutes les sociétés démocratiques. Mais et comme les lots que pour éliminer tout, pour décourager l'achat de produits falsifiés, téléphones falsifiés, il faut qu'on impose na banamboka taxe RAM. Non, et Sengeli Bakonzi va créer un cadre et une discussion pour que toye ba peko discuter l'élément moteur ou déterminé qu'on crée taxe et puis à la fin les ali taxe les ali prélever na kombo ya bana mboka. Il faut que bana mboka pe baeba comment on utilise ba recette ou baza ko prélever parce qu'il faut éviter que e bana ko servir comme on a connu dans ce pays ba poche ya ba individu na zwa kango e kota na compte nini gouvernement. Est-ce que le gouvernement sale la kango na makambo nini ba usale lango comment qu'est-ce qui est attendu de tout ça? Il faut que il faut une communication claire, transparente pour que à ce moment-là bisonyoso toko soutenir des marches. Mais pour le moment tous a senga ba suspendre perception ya taxe RAM jusqu'à ce que évaluation
et puis examen ya ba doléance ya ba congolais pe ba congolais ezala traité solution ezala prise.